Bonjour, shalom, salam alaikum. Ce n'est pas la très grande forme à cause d'une vilaine grippe, mais nous faisons l'effort d'être au plateau avec les amis pour vous servir le club de la presse. Nous sommes le jeudi, donc 30 octobre 2019. À la technique aujourd'hui, Don Piero Gado Suleiman, qui manie aussi bien les boutons de la console qu'il enregistre le club de la presse aussi bien en son qu'en image. Autour de moi, 3 confrères déjà arrivés. Fabrice Patom Pekezi de Le Libéral, bonjour. Bonjour à toi Sass, bonjour également à tous ceux qui suivent Canal FM en ce moment. Merci. Joël Cossivignon Ega de Fraternité, bonjour. Bonjour mon frère. Et Hubert Logan de Santé et Éducation, bonjour. Bonjour Sass. Nous pourrions être rejoints incessamment par un 4e confrère. Mais commençons avec la pensée du jour que nous tirons de l'écriture de Socrate qui nous enseigne qu'une vie sans examen de conscience ne vaut pas la peine d'être vécue. Une vie sans examen de conscience ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, est-ce que chacun fait l'effort de passer sa vie sous examen? C'est plus facile à faire, mais Socrate nous y exhorte. Sylvestre Béni avec son journal La Manchette, bonjour. Oui, bonjour Sass et bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors, le vieux constaté, nous allons nous déplacer dans les environs d'une respectable institution sanitaire. Si je dis la clinique Biassa, chacun connaît. Oui. Eh bien, clinique Biassa est une équipe médicale exceptionnelle, un bon plateau technique, des prestations aussi bien en soins qu'en analyse qui lui procurent une réputation dépassant largement les frontières de notre pays et même la sous-région. Et depuis ces derniers temps, la clinique Biassa s'est aménagée des locaux vraiment à la taille de sa réputation. Ça, c'est le côté endroit. Maintenant, côté envers. Mais dites-moi, les voies d'accès pour aller à la clinique Biassa. Ce n'est que une vingtaine, voire une trentaine de mètres, mais les voies d'accès à la clinique Biassa laissent vraiment à désirer. C'est des trous profonds, même des escaliers que vous souffrez sur ces pistes-là, plutôt dignes de rallye. En temps sec, c'est la poussière. Et quand il pleut, comme maintenant, alors c'est de l'eau, de la boue. Alors cela pose le problème de la responsabilité sociale de la clinique Biassa. Et un peu également, il y va de la sécurité même de ces patients. Fabrice? Bien sûr, puisque vous avez parlé d'une clinique d'une très bonne renommée d'ailleurs, puisque elle fait partie des 3 premières lorsqu'on se réfère à Lomé, à des cliniques où on a plus ou moins une certaine qualité de soins. Effectivement, l'endroit où la clinique se trouve, je ne sais pas s'ils sont toujours là-bas au centre-ville. Ils sont toujours là-bas. Oui, l'endroit est au milieu des maisons. Naturellement, cela voudrait peut-être dire qu'au départ, ce n'était pas une clinique. Et entre-temps, c'est devenu une clinique. Parce que quand vous prenez l'endroit d'abord, c'est pas si reposant pour une clinique. Mais elle fait son travail. Maintenant, les voies d'accès dont vous parlez, c'est également une réalité. Puisque une clinique, ça suppose que ce sont les malades qui vont s'y rendre et que les ambulances également peuvent emprunter ces voies-là pour avoir accès à la clinique. Donc, naturellement, cela voudrait dire que les voies devaient être autres que celles qu'on a actuellement là-bas. À qui la faute? On peut pas imputer la responsabilité à la clinique parce que c'est pas elle qui trace les rues. Mais, je crois que aujourd'hui, même si c'est une clinique privée, elle sauve beaucoup d'âmes. Et maintenant, si l'État ne fait pas sa part, si monsieur le maire de cette localité n'a pas encore commencé par faire sa part, je crois que la clinique, vu sa renommée également, peut faire un lobbying pour voir dans quelle mesure ils peuvent s'entendre, même s'il y a une contribution, une participation financière comme
certaines entreprises le font. Je prends les grandes sociétés qui font beaucoup de millions et autres, pour que ces voies-là, même si elles ne sont pas bitumées, qu'on sache comment les racler de temps à autre pour que ça puisse être facile. Alors, cela pose le problème de la sécurité des patients qui vont à la clinique Biassa, et également la responsabilité sociétale de cette clinique. Sylvestre Béni, une autre institution, cette fois-ci financière, que nous interpellons sur sa responsabilité sociétale. En fait, ces trois institutions, chez vous à Tikoumé, là-bas, vous connaissez le siège de la FUSEC Togo. Très bien. Qui abrite également la grosse coopérative d'épargne de crédit Solidarité. Il vient d'être érigé dans le même bâtiment la compagnie d'assurance SIF Victogo. Alors, est-ce que vous voyez un peu le parking de ces institutions, surtout en ces temps de pluie? Oui, je crois que quand vous venez de le soulever, j'ai été même témoin oculaire d'une scène où un client de FUSEC qui vient garer sa voiture presque à proximité, c'est à quelques mètres donc des rails. Il y a le train qui est en train de passer. La voiture était tellement proche des rails que le train a pris du moins sur une partie donc du véhicule. Il a fallu que le train s'arrête avant qu'on ne puisse recurer un peu le véhicule. Donc ils n'ont pas tellement donc de parking, du fait également donc de la voie qui n'est pas totalement praticable, ça il faut le dire. Et là, c'est vrai que la responsabilité de la société peut être également engagée, mais je crois que l'État également a sa responsabilité. Et cette voie-là, la voie-là qui mène donc de Bossim, hein, pour ceux qui connaissent un peu la localité, des pavés de Bossim jusqu'à la bretelle, hein, la bretelle de Clica maintenant, avenue de la Chance. Je crois que cette portion de voie, l'État peut quand même penser à la responsabilité de bitumer la voie là, parce que ça permet de désengorger un peu la circulation, quand la circulation est très dense, donc au niveau donc en face des supermarchés et tout ça, les gens passent par là, ne serait-ce que pour des raccourcis. Donc je crois que l'État également peut le faire, mais la société également peut prendre une responsabilité. Et ça me rappelle, en fait, il y a un bar tout juste à côté de cela. Avant, c'était le bar donc de l'ancien président d'Agaza qui est entre-temps décédé, j'ignore un peu le nom, Auguste Sagbo. Le bar appartenait à Auguste Sagbo, mais avant qu'il ne soit installé, lui-même il a pavé, hein, il a pris sa responsabilité de paver devant le bar, et puis c'était joli. Bon, après son décès, on a vu ce que ça devient. Merci. Eh bien, Joël, quand Fabrice est arrivé à l'émission, il a lancé comme ça une boutade, mais qui n'a pas échappé à ma vigilance. Fabrice se plaignait que il est difficile de faire des photocopies dans notre commune. Commune à Moutier ici, qu'il est arrivé, il a tourné en rond, mais il ne trouve pas de machine pour faire, pour photocopier un document. Et cela nous renvoie à cet article de Liberté qui écrit « Discrimination du pouvoir à l'égard des maires opposants. Jean-Pierre Fabre et tout le Golfe 4 dans un confinement ». Et Liberté écrit que 2 semaines après la passation des services, des communes comme Amoutier Golfe 4 peinent toujours à démarrer leurs activités. Le maire de la commune, Jean-Pierre Fabre, ses collègues conseillers municipaux et les 151 agents trouvent toujours des locaux pour les abriter. Donc, non seulement on ne peut pas faire de la photocopie dans notre commune, mais notre maire même n'a pas encore de bureau. Oui, mais c'est un paradoxe. Parce que il faut se rappeler que c'est pour les alibis d'aménagement des locaux pour accueillir ces nouveaux conseillers municipaux qu'on a reporté une fois non seulement les passations, mais les élections locales d'ailleurs. Après que les élections locales soient tenues, on a encore repoussé avec le même alibi pour repousser les passations de services. Et donc c'est paradoxal que pour c'est le Golfe 3, c'est ça, non? Non, Golfe 4 c'est Golfe 4 plutôt. Golfe 4, c'est la vieille ville quand même. C'est quand même la vieille ville. On va nous dire qu'on n'a pas trouvé de local pour installer ces conseillers municipaux. Maintenant, moi je trouve que soit l'État veut, parce que nous avons toujours eu à montrer que
toucher du doigt le fait qu'on donne 2 visages à Lomé. Tous les plans d'urbanisation sont tournés vers Agoué. Hein? Et vous allez voir que l'ancienne ville et le canton de Aflao Adjido-Gomé sont laissés pour compte. Combien de routes on a faites, à part le boulevard du 13 janvier qu'on a retapé, combien de routes on a fait dans l'ancienne ville de Lomé? Mais on a l'impression que, il y a des Togolais entièrement, comme on le disait lors de la conférence nationale souveraine, des Togolais entièrement à part, des Togolais en part entière. Il faut qu'on arrête ça, qu'on corrige cela. Maintenant, je voulais profiter pour parler de l'aménagement des parkings. Enfin, du moins des voies qui passent devant ces immeubles dont tu as parlé tout à l'heure. Je crois que la FUSEC Togo Solidarité à Solidarité Kikoumé et la clinique Biassa ici. La clinique Biassa ici. Et je crois que les voies relèvent de l'autorité. C'est l'autorité qui décide si tu dois faire quoi que ce soit sur cette voie. Parce que moi, j'ai vu des privés qui ont choisi d'aménager leur voie. Je voulais même parler d'une université privée qui a voulu ne serait-ce qu'aménager un peu la voie qui mène du goudron à chez lui. L'autorité dit non, tu n'as pas le droit, il faut faire des formalités, etc. Donc, ces voies relèvent de l'autorité. Mais ça n'empêche pas quand même que, par exemple, tu vois que pour le cas de la clinique Biassa, que en construisant, même quand tu parles de Copec Solidarité, en construisant, que ces institutions-là aménagent des parkings. En dessous, ça, c'est un défaut qu'il faut relever dans le bâtiment au Togo. Vous allez voir, même, il y a de grosses banques, c'est difficile de garer, des hôtels, c'est difficile de stationner. On construit sans aménager des parkings. Tout le monde compte sur la voie publique pour aménager juste 2-3 mètres, etc. Mais il faut que... Merci. Sauf que Biassa a quand même un parking pour son personnel et ses clients et les accompagnants. Et c'est assez suffisant, vu la taille. Quand tu vois l'immeuble, le parking qu'on a aménagé, c'est suffisant. Merci beaucoup. Oui, voilà des vieux constatés. Nous avons interpellé Biassa d'un côté, FUSEC Togo, Copec Solidarité, pourquoi pas Sylvie, mais également les autorités, aussi bien les conseillers municipaux que l'autorité au sommet en charge de l'aménagement de ces voies. Eh bien, santé à présent, avec cette saison de grippe, les grippes qui s'accompagnent de quinte de tout. Eh bien, Hubert Logan, vous écrivez à la page 2, si nous sommes pris par une quinte de tout, comment est-ce que nous pouvons arrêter cela? Avant de l'arrêter, il faut rechercher la cause pour mieux traiter la toux. Et donc, c'est très important parce que plusieurs causes peuvent amener à la toux. Et souvent, lorsque nous sentons une toux, que ce soit une toux persistante ou passagère, il est très important donc de rechercher d'abord la cause. Et dans cette recherche de cause, on peut savoir vraiment quel remède est appliqué. Alors, nous sommes pratiquement dans la saison de toux où, avec la pluie en abondance, c'est tout à fait normal. Et nous avons trouvé nécessaire donc d'attirer l'attention sur comment pouvoir faire face à la toux avec des remèdes maison. Et donc, comment utiliser le citron et du miel, comment utiliser l'oignon et du miel aussi pour pouvoir gérer les toux que nous ressentons. Eh bien, petite recette de la grand-mère ici à la page 2, comment arrêter une quinte de toux. Elle ira apprécier, tout comme vous nous faites revisiter les vertus de ce rhizome-là, c'est le gingembre. Aujourd'hui, vous nous présentez le gingembre comme une solution naturelle contre le mal de transport. Il y a des gens qui quand ils voyagent, même en moto, en voiture, ne parlons même pas d'avion, ils sont pris de nausées, de vertiges et même de sueur froide. Et vous écrivez que le gingembre peut aider à guérir de cela. Naturellement, c'est pratiquement une maladie chez certaines personnes qui, à répétition, toutes les fois qu'ils prennent un moyen de transport, voiture, bien bus ou bien le vol, ils ont ce sentiment de sensation d'inconfort, de sueur, de nausée et de vomissement. Quand ça devient pratiquement votre maladie ou bien un malaise que vous ressentez toutes les fois, il est question de pouvoir vraiment chercher à comprendre pourquoi vous en faites le cas. Et dans cette parution, nous sommes revenus sur le gingembre qui peut aider à pouvoir faire face au mal de transport. Comment utiliser le gingembre qui est un anti-inflammatoire naturel et puissant,
qui est un anti-nauséeux efficace et qui permet donc de protéger notre estomac. Donc, comment utiliser le gingembre pour faire face à ce qu'on appelle un mal de transport, c'est-à-dire tout ce malaise-là que nous ressentons ou bien que certaines personnes ressentent de manière récurrente à la suite d'un transport. C'est à lire donc à la page 3 de Santé et Éducation, tout comme à la page 7. Nous sommes dans le mois d'octobre, Octobre Rose, dédié à la problématique de la lutte contre les cancers, notamment de sein. Et aujourd'hui, vous nous donnez une recette, à savoir une bonne alimentation pour réduire le risque de cancer de sein. Oui. Justement, nous sommes dans le mois où il est recommandé d'intensifier les activités de sensibilisation et d'éducation sur le cancer du sein, le mois d'octobre qui est le mois d'octobre rose, un mois finissant. Mais en matière de cancer du sein, il faut dire que c'est un réel problème de santé publique. Et beaucoup de femmes en souffrent. C'est la première cause donc de décès liés au cancer chez nous au Togo et près de 4000 femmes en souffrent. Et donc c'est un réel problème. Et parmi les facteurs de risque, on cite souvent les facteurs génétiques et les facteurs liés au comportement. On peut évoquer, et nous en avons parlé dans nos précédentes parutions au début du mois, nous avons évoqué les causes liées aux premières règles, aux premières menstrues qui sont peut-être trop tôt ou bien trop tardives. Donc les premières règles trop tardives ou bien trop précoces sont aussi des causes. Nous avons aussi parlé de l'âge de la première grossesse qui à la fois trop précoce aussi peut être trop tardif peut être un problème de santé et de l'héritage familial. Mais au-delà de ces causes qui sont d'ordre génétique et gynécologique, c'est-à-dire liées à la vie de la femme, il y a des causes qui relèvent du comportement de la femme. Et nous sommes revenus dans cette parution sur la bonne alimentation, les avantages de la bonne alimentation. Aujourd'hui, les évidences sont là et les études ont prouvé que une bonne alimentation permet de réduire entre 25 à 30% des risques de souffrir d'un cancer du sein. Alors, dans la parution, nous sommes revenus sur l'intérêt des aliments à privilégier, certains aliments à réduire et les aliments à proscrire. Et donc, parmi les aliments à privilégier, il y a les fruits et légumes qui renforment des nutriments qui permettent de favoriser l'élimination des toxines qui sont à la base du développement des cancers, mais également des aliments naturels, des fruits et légumes qui sont riches en antioxydants naturels qui permettent donc de limiter le vieillissement prématuré des cellules qui amènent au cancer du sein. Et donc, des aliments à éviter totalement. Nous sommes revenus sur l'alcool, la consommation de l'alcool. Aujourd'hui, ça devient pratiquement une habitude et une mauvaise habitude pour la femme qui prennent de l'alcool. C'est vraiment à éviter. Nous sommes revenus aussi sur les aliments à réduire qui sont des graisses et la consommation d'aliments trop gras qu'il faut vraiment réduire parce qu'aujourd'hui, il est prouvé avec des évidences que l'alimentation a un effet, une bonne alimentation a un effet positif. Et donc, une mauvaise alimentation aussi peut conduire au risque de cancer du sein. À propos de l'alcool ou bien des alcools, et il y a même le confrère Golf Info qui publie, qui sort aujourd'hui, qui écrit que malgré la crise persistante, la bière continue à couler à flot. Revenons à Santé Éducation avec cette interview que vous a accordée le docteur Patrice Komi Balo, qui est ophtalmologue, médecin-chef du service d'ophtalmologie au CHU Sylvanus Olympio, et qui nous met en garde contre une tension oculaire élevée. Oui, il y a certaines personnes qui en souffrent de la tension oculaire élevée. Quand on dit élevée ou bien trop élevée, ça veut dire qu'il y a une tension normale. Il faut dire que c'est un signe d'apparition de certaines maladies, de l'œil, notamment du glaucome, et une tension oculaire élevée agit sur le fonctionnement de l'œil et agit sur la qualité de la vision. Et pour en parler, nous avons traité le sujet avec le spécialiste qui est revenu sur la valeur normale de la tension oculaire. Dans la parution, il a mis l'accent sur la valeur normale de la tension oculaire et expliquer pourquoi à un certain moment la tension oculaire peut être élevée à certains moments. Il a mis l'accent également sur des personnes à risque
Et c'est un signe d'alerte, c'est un signe qui peut nous renseigner sur l'état de fonctionnement de nos yeux et sur les dangers que l'on encourt lorsque la tension oculaire est élevée, et a fini par des conseils et de la manière dont on peut prendre en charge la tension oculaire élevée. Il faut retenir que pour les personnes à risque, il y a le critère âge. Lorsque l'on a déjà autour de 40-45 ans, nous sommes sujets à des risques de maladies oculaires, et il est important donc de se faire consulter, ne pas attendre une maladie nous arriver. Une fois que nous sentons des signes d'alerte, c'est déjà dans l'apparition des signes d'alerte, il nous faut donc prendre en charge ces maladies auprès des spécialistes. Mais il y a certaines maladies qui sont des maladies chroniques. Lorsqu'on en souffre, il faut vraiment faire attention à ses yeux, notamment le diabète et l'hypertension. Donc, le spécialiste est revenu sur le lien entre ces maladies et le fait que la tension soit élevée. Longue interview du docteur Balo à lire avec attention et intérêt. Et à la page 4, vous avez défini également les nouvelles règles des soins que l'INAM assure à ses assurés. On pourra se permettre cette tautologie. Merci beaucoup Hubert Logan. Je rappelle que sur le coup de 12 heures, nos amis en ligne pourraient intervenir sur le 22 21 33 74, le 22 20 19 68 pour réagir. Et déjà, il y a un confrère qui nous dit que effectivement, il y a déjà quelques années que la clinique Biassa avait fait le projet d'aménager les voies d'accès à sa clinique. Mais l'autorité lui a dit d'attendre, et la clinique attend au point que nous en parlons aujourd'hui. Oui, Hubert? Oui, lorsque vous avez évoqué le cas de la clinique Biassa, c'est un cas réel. J'ai essayé sur mon petit papier de faire un peu de tracer les voies d'accès. J'ai trouvé 3 à 4 voies, et vraiment ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible pour cette clinique de renom, de haut standing, qu'on ait de la peine à y accéder, que ce soit en saison pluvieuse ou en saison sèche. Finalement, on se demande, c'est comme une belle femme ou bien un tombeau assez bien peint, mais à l'intérieur vraiment c'est des ossements. Ce n'est pas bien pour la clinique. Et donc, s'il y a un plaidoyer, nous nous rappelons lorsque la clinique là devrait être inaugurée, c'est le Premier ministre qui était là en personne. Ça veut dire que le plaidoyer, cette clinique là est en relation, en partenariat avec les grandes autorités du pays. Il vient se faire soigner là-bas. Bien, naturellement. Et donc, si une autorité, le Premier ministre vient inaugurer une clinique, ça veut dire qu'il y a des raisons que le plaidoyer soit fait pour que les voies d'accès puissent être vraiment les meilleures, parce que ce n'est vraiment pas bien. Eh bien, on va juste terminer pour dire que si la clinique Biassa envisage d'aider à aménager ces voies-là, il faut que l'autorité lui facilite la tâche. Est-ce que c'est le maire de cette commune ou bien c'est plus haut, vivement que l'autorité facilite la tâche à la clinique Biassa d'aménager cette voie-là pour soigner son image. Eh bien, lorsque j'ai parcouru vos journaux aujourd'hui, je trouve que un certain nombre sont revenus sur le dernier classement par la Banque mondiale de Doing Business. Revue de presse avec la dépêche qui nous rappelle que le Togo a fait un grand bond en avant de 40 places. Et Fabrice, vous écrivez que c'est tout simplement le fruit des réformes que le Togo engage depuis quelques années. Oui, naturellement, puisque généralement ces agences de notation n'ont toujours pas été tendres envers le Togo. Donc il y a eu des situations quand même où on a su que le pays était à la traîne. Quand je prends par exemple ce classement des populations, ou du moins des citoyens les plus malheureux au monde, où le Togo était devant la Syrie, bon, parfois ça donne à réfléchir sur quels critères on se base. Mais en ce qui concerne Doing Business, je crois que ça c'est les faits. Ce n'est pas
le Togo qui s'est levé un matin pour dire bon, nous avons fait un bond de tant, c'est des faits. Ceux qui étaient à la conférence de presse ont su quand même que ça venait depuis la Banque mondiale et autres. Et donc les critères sur lesquels le Togo a pu avancer également, on les connaît. Mais non, peut-être l'autre débat, c'est de voir quel est l'impact de ce bond-là en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et donc je crois que c'est le premier objectif. Maintenant, sur la question de l'amélioration du climat des affaires avec le nombre des entreprises, la facilitation qu'on a aujourd'hui à créer des entreprises, ça c'est une réalité. Il est aujourd'hui très facile de créer une entreprise en termes du temps qu'on mettait par rapport au passé, mais la question qui se pose maintenant, c'est de savoir, oui, ces statistiques qu'on avance, ce nombre qu'on avance, il va falloir qu'à un moment donné, au-delà de faciliter les gens à créer les entreprises, leur donner les moyens, créer les conditions pour que ces entreprises soient vraiment viables. Parce que certaines ont été créées, ne sont pas allées loin, et ceux qui ont fait l'expérience sur le terrain étaient sous le coup soit des impôts et d'autres afin que ce soit la caisse de sécurité sociale et autres, ce qui fait que beaucoup ont mis la clé sous le paillasson. Donc c'est une bonne chose qu'on facilite la création, mais il faudra aussi créer des conditions pour que ceux qui ont créé les entreprises ne les ferment pas tout juste le lendemain. Merci. Jusqu'au chef de l'État, Faure Gnassingbé s'est réjoui des performances du Togo dans ce classement de Dune Business. C'est le confrère Le Dialogue qui nous en parle. Faure Gnassingbé s'est réjoui de ce qu'il appelle les performances de tout le Togo. Le Messager, pour sa part, écrit paraphrase les propos de Faure Gnassingbé, le chef de l'État, qui y voit une récompense des efforts des Togolais. Et quant à vous, Sylvestre Béni, vous parlez de ce classement Doing Business, mais pour vous, ce ne sont que des marchands d'illusions. Oui, je crois qu'il n'y a pas autre mot que ça. Je dirais même plus loin en parlant donc des vendeurs de vent. Parce que lorsque vous prenez ce classement-là, c'est vrai, le Togo avait 40 bons. Et après, en 2018, je rappelais cela sur une radio ce matin, en 2018, le Togo a fait un bond de 19 places. Mais qu'est-ce que cela a eu comme incidence directe sur le panier de la ménagère? Rien. Et lorsque vous prenez également la même année en 2018, je vous dis que de 47,4%, le taux de pauvreté est monté à 49%. Et c'est également la Banque mondiale qui le dit. Et lorsque vous analysez cela, vous verrez qu'il y a plus de 3 430 000 Togolais qui ne vivent pas dans la pauvreté, mais en deçà du seuil de pauvreté. Et lorsque vous prenez également la même année en 2018, lorsque vous évaluez le niveau de bonheur, c'est-à-dire l'épanouissement des Togolais, et tout, si le pays est bien gouverné et tout, il devait être heureux et tout. Lorsque vous prenez également ce classement, sur 156 pays enquêtés, le Togo est classé à la 139e rang mondial. Et en 2019, le Togo a jalousement gardé la même place. Et devant tout cela, on nous dit que non, que le Togo a fait un bon d'accord, mais après, et je vous dis que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la même que nous avons observée en 2010, lorsque le Togo a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. PPTE, c'est Pays pauvres très endettés. Et 9 ans après cette initiative-là, je vous dis que la dette publique du Togo est aujourd'hui encore au-delà donc de la norme de l'UMOA, c'est-à-dire la norme des 70%. Voyez-vous? Et j'ai cité aujourd'hui des pays comme la Sierra Leone. La Sierra Leone qui a été ravagée par 10 années de guerre civile. La Sierra Leone qui a été décimée par le virus Ebola. La Sierra Leone qui a atteint son point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006, c'est-à-dire 13 ans après, je vous dis que la dette publique de la Sierra Leone est en deçà de celle du Togo. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, aujourd'hui, lorsque on essaie donc de nous vanter, d'accord, on a fait un bon, et après, normalement, un bon suppose que, oui, faciliter à créer des entreprises. Il faudrait que les investisseurs viennent. Normalement, cela marche de pair avec le chômage. Si réellement les investisseurs arrivent, si réellement les entreprises se créent, normalement, le taux de chômage devait également diminuer. Parce que on estime que les Togolais seront embauchés. Mais apparemment, lorsque vous voyez, vous sortez tout de suite de ce studio, c'est la misère qui va vous dire bonjour. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'au Togo, c'est comme si
la misère est en train donc de lui domicile au Togo, pendant que la précarité bâtissait sa maison de retraite. Donc nous vivons une situation vraiment insoutenable. Donc c'est d'une business 40, bon d'accord, mais il faudrait pas qu'on fasse tout ce bruit là. Tout ce état là, franchement, ça ne fallait pas. Sur la pauvreté, la misère, il y a quand même le confrère Togo Matin qui écrit à la page 5, incidence de la pauvreté de 61,7%. Il y a 10 ans, l'incidence de pauvreté passe actuellement à 55,1%. Oui, donc il y a 10 ans, c'était 61,7%. Actuellement, nous en sommes à 55,1%. Je vois les gars, vous aussi, vous ramassez un peu tout ça, mais vous faites plutôt fixation sur l'afflux qu'on a observé dernièrement de jeunes Togolais qui se battaient pour pour pouvoir jouer à la loterie Visa. Et vous voyez dans cet afflux vers le loto Visa le revers de l'euphorie soulevé en son temps par le Millennium Challenge Account. Oui, justement, ça. Je voudrais d'abord me marrer un peu sur le chiffre publié dans les colonnes de confrères. C'est pas lui, mais ce sont les chiffres officiels. On parle de la pauvreté qui a diminué de 61 à 61,7%. Oui, il y a 10 ans à 55,1%. Quand on était en 2017. Quand on était en 2017, le gouvernement nous a déclaré le seuil de pauvreté toujours à 55 et quelques %. Ça veut dire que de 2017 à ce jour, ça n'a aucunement bougé. Et on sait très bien, on peut facilement douter de la sincérité de ces chiffres-là. Parce que le visage de la pauvreté, c'est l'INSED qui a révélé consécutivement de 2015, 2016, 2017 que la pauvreté est en augmentation à Lomé. Et l'image directe, c'est le queue kilométrique là qu'on a vu devant du service des passeports jusqu'au rond-point GTA, où les jeunes, malgré qu'on tambourine le MCC, le Millennium le Millennium Challenge à compte, etc., et qu'il y aura, je crois, on sait combien de milliards déjà. Bon, le Togo est éligible au programme 35 millions, je crois. 35 millions de dollars. Tellement qu'on n'y croit pas que les jeunes n'ont vraiment rien à foutre, parce qu'on sait très bien que cet argent-là, soit ça se retrouvera dans les bâtiments pour les maîtresses, soit ça se retrouvera dans les paradis fiscaux, où on va l'utiliser même pour réprimer encore plus. C'est-à-dire que pour smatcher ces jeunes-là, les moins de talents qui vont déranger le petit clan qui est là. Et donc, moi, je dis que normalement, les Américains devaient se questionner, mais quand nous accordons autant de financement, est-ce que ça améliore les conditions sociales dans le pays? Normalement, c'est un paramètre. Même déjà le premier jet qu'ils ont fait, il faut qu'on voie est-ce que vraiment les couches pauvres ont été vraiment touchées. Mais on ne fait pas ça. On a l'impression que c'est un deal entre deux États où on vous donne par la main droite et puis vous nous retournez ça par la main gauche. Quand tout à l'heure on parlait d'une business, mais est-ce qu'on pouvait faire aussi bien il y a des années et on patinait là juste parce qu'on a refusé de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Parce que quand on parle aujourd'hui de la révision à la baisse des frais de transfert de propriété, le coût de raccordement qui culmine à 65 000 clients raccordés, etc. Mais on pouvait le faire aussi bien et on jouait à la chat et au chat et à la souris. Il faut déplacer celui-ci au lieu de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais, tout à l'heure, j'apporte mon appui à Fabrice. Quand tu vas par exemple au Rwanda, tu crées ton entreprise, tu as 5 ans d'exonération d'impôts. Et quand le chef de l'État dit qu'il faut donner au moins 40% des marchés publics aux jeunes, donc 20%, excuse-moi, 20-25% des marchés publics aux jeunes. Aux jeunes et aux femmes. Aux jeunes et aux femmes. Est-ce qu'on n'a jamais vérifié qui sont ces jeunes-là, qui sont ces femmes-là? Mais la pauvreté a un cliché. Il y a un cliché sociopolitique de la pauvreté. Il faut qu'on voie ceux-là qui ont toujours été exclus, ceux-là qui ne font pas du ménéfré, ceux-là qui ne font pas militer. Est-ce qu'au moins ils ont ces marchés-là? Il faut qu'on sorte de la liste. Moi, je suis postule par exemple au marché public depuis 3 ans, rien. Juste parce que je m'appelle Joël, les gars. Mais quand vous voyez, quand on gère le pays comme ça, mais on va pas faire de miracle pour sortir du classement de bonheur, etc. Mais justement, quand on dit que le doing business, le climat des affaires a amélioré, notre croissance est la plus faible de la sous-région. On patine toujours autour de 5%, tantôt c'est 5,3%,
5,6. Mais les 5%. Aujourd'hui, c'est 4,88. 4,88 justement. 4,88, c'est-à-dire que notre croissance est la plus basse. Donc il faut qu'on arrête de raconter les histoires. Et tout à l'heure on a parlé de la dette intérieure. Le ministre a fini par reconnaître que notre dette intérieure et notre dette extérieure est la plus hausse. On parle de 75%, mais on sait qu'on va déjà vers 80%, pendant que le mois demande de s'arrêter à 70%. Mais qui trompe qui en fin de compte? Merci Fabrice. Oui, moi je voulais dire. Oui. On peut résumer tout ça en disant que c'est vrai, notre classement du business c'est positif, mais il y a encore beaucoup du travail à faire en termes de création de la richesse nationale et surtout d'un partage équitable. Oui, bien évidemment. Quand vous aimez les chiffres, je crois qu'il faut les supporter aussi. C'est-à-dire, le même chiffre qui dit que ça ne va pas au Togo, c'est ce même chiffre qui dit aujourd'hui que le Togo a fait tel bon. Donc, c'est les chiffres. C'est les chiffres, quoi. Oui, mais au même moment où, il faut un arrimage. c'est-à-dire, au même moment où on dit que le Togo n'a rien foutu, on donne des statistiques qui n'arrangent pas le pays, mais on fait aussi du bruit autour. Mais quand il y a aussi d'autres chiffres qui viennent dire autre chose, souffrez également qu'on fasse du bruit. Mais là, quel est l'impact? Tout à l'heure, mon confrère a donné un exemple de la Sierra Leone où la dette publique est telle. Mais sauf qu'il ne nous a pas dit quel est le niveau de développement de ce pays. Parce que on est resté au niveau des chiffres. Oui, la dette extérieure est telle. Mais quel est le niveau de développement de ce pays par rapport au Togo où l'endettement est allé au-delà de la norme? Je crois que quand on prend toutes ces institutions de Bretton Woods avec ces chiffres-là, vous allez vous rendre à un moment donné que, en fait, on se perd. Maintenant, quand mon confrère évoque la question de ces jeunes-là, tous ces jeunes-là qui sont au service passeport, c'est pas des pauvres. Vous savez combien de personnes cherchent 10 000 francs dans ce pays pour se soigner? Le passeport se fait à combien? 30 000. Vous savez combien le billet coûte pour aller aux États-Unis? Oui, mais moi aussi j'ai eu envie d'aller aux États-Unis à un moment donné. J'ai joué, laisse-moi parler. J'ai joué à la loterie Visa. Je ne suis pas parti parce que mon père n'avait pas de terrain à vendre pour qu'on puisse me payer les billets et autres. Non, moi je ne classe pas ces jeunes. C'est des jeunes qui sont à la recherche d'une vie meilleure. Ils estiment qu'ils sont dans un pays où on ne peut pas les empêcher. Et il n'y a pas que les Togolais qui partent. Il y a également des Nigériens qui sont ici, c'est toujours à la recherche d'une vie meilleure. Donc on ne peut pas prendre ces jeunes-là qui ont fait la queue au service passeport, qui ont 30 000 pour faire un passeport et qui ont l'argent d'un billet d'avion pour aller à Washington ou je ne sais quoi. On ne peut pas me dire que ça c'est des pauvres. Les pauvres, on les verra au CHU où les gens traînent devant le CHU avec une ordonnance de 1200, mais ils n'arrivent pas à acheter les produits. Oui. Vous allez voir, les gens sont partis, certains sont revenus, non? Est-ce que tous ceux qui ont fait loterie Visa à la recherche d'un monde meilleur, ça a réussi pour certains aux États-Unis, c'est normal. Quand on est jeune, il faut tenter l'aventure. Peut-être qu'on trouvera mieux. Mais qu'on ne me dise pas que c'est à cause de la pauvreté, les gens veulent partir aux États-Unis. Il y a au moment où ils partent, il y a des Américains qui viennent au Togo. Il y a des Nigériens qui viennent au Togo. Il y a des Togolais qui vont au Nigeria. C'est comme ça le monde est fait. Bon, il faudrait je voulais juste soulever un point. Vous savez, lorsque ces jeunes-là sont désireux de quitter le pays, c'est parce qu'ils voient que l'avenir n'est pas rose. C'est ce qu'ils voient que le pays n'offre pas ce qui va leur permettre de rester. C'est ça. Ces milliers de Togolais que nous voyons là, c'est parce que les jeunes, ils sont là, ils ont des diplômes. Il y a vous interrogez ces jeunes-là. Il y en a ceux qui ont eu des doctorats et tout. C'est parce que, non, si moi je suis pas parti, c'est peut-être que j'ai peut-être un canal qui me permet pour l'instant de rester. Mais si eux, ils n'en ont pas, donc ils ne voient pas l'avenir, ils sont obligés de quitter. Je ne dis pas que les jeunes partent. Mais c'est pour te dire qu'il y a aussi des gens qui quittent leur pays pour venir au Togo et faire des affaires. Les Américains qui viennent... Tu n'as pas vu les Libanais ici? Non. Tu n'as pas vu les Nigériens faire leurs affaires ici? Justement, ils viennent faire des affaires. Ces jeunes-là, s'ils ont au moins quelque chose à faire ici comme affaire, ils ne partiront pas. Oui, quand tu n'as rien à faire, tu pars. Mais c'est pour cela que je dis, là où ils vont là, le billet d'avion et les conditions pour s'installer aux États-Unis, ça ne fait pas partie de la catégorie. Même pour avoir le billet d'avion, c'est la quoi et la bannière. Il y a des jeunes qui vendent le terrain. Au moins, ils ont des terrains à vendre. Au moins, ils ont des terrains à vendre. Étant donné que c'est mon article qui amène la polémique, ça veut dire que c'est un problème réel. Mais pourquoi ça Fabrice veut tant défendre le superficiel? Mais ça, c'est le superficiel. On sait très bien que pour partir en Europe, c'est toute la famille qui cotise.
Pourquoi ils ne cotisent pas pour les lancer 30 000, l'activité ici? Avoir une activité, il faut que tu fasses le médefrérisme. Il faut que tu t'alignes. Pourquoi toi, Joël, il faut que tu t'alignes. Mais justement, je ne dis pas. tu crois que je ne dis pas qu'on est obligé de rester dans son pays. C'est pour te dire que quand à un moment donné ça ne va pas, tu peux estimer que je vais aller chercher. Oui, mais justement, c'est parce que ça, quand tu arrives, une fois que tu franchis l'Atlantique, tu arrives aux États-Unis, on n'a pas besoin de savoir quel nom tu portes, d'où tu viens. C'est ta compétence d'abord. Est-ce qu'on nous le fait ici? On a fait le concours pour les EV. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a fait un concours à Tchévier. On nous dit que c'est un seul candidat qui a été admis sur près de 1000 candidats. Mais mais attendez, on peut pas cacher la vérité avec la main. La vérité, c'est comme le soleil. Ce qui est évident, c'est que nous sommes dans un monde globalisé. Chacun est libre d'aller là où il veut. Si on ne se sent pas à l'aise chez soi, on peut aller voir ailleurs. Et c'est vrai que des Togolais vont à l'extérieur, mais c'est également une évidence que c'est dans notre pays ici que des étrangers ici viennent faire la richesse. Hein, nos voisins du Nigeria. Parce que le Togolais, l'homme togolais n'est pas commerçant. C'est ça, c'est notre culture. Ce sont nos femmes qui sont commerçantes. Non. Hein, et quand tu vois un Zamarama, tu maîtrises très peu la culture togolaise. Mais attends. Quand on prend l'exemple de Nana Beth, elle faisait quoi? C'est pas de l'artisanat. C'est ce que je dis. Ce sont les femmes qui sont commerçants. Tu peux pas Fabrice, tu vas te mettre dans la rue pour vendre. Mais un Ibo, quoique et bradé de ton diplôme, il est facile pour lui de se mettre dans la rue. On n'a pas cette culture-là. Donc, nous pouvons également acquérir d'autres cultures parce que nos frères et voisins du Burkina, du Niger, du Mali, de la Guinée, mais ils se font des tonnes d'argent ici dans notre pays pendant que nous-mêmes, nous passons trop de temps à nous lamenter. Passons à présent à la politique, notamment la perspective de l'élection présidentielle. Il y a des candidatures qui s'annoncent. Il y a également des réflexions qui se font pour baliser la voie à cette élection bien réussie et autant que possible transparente. Eh bien, le dernier appel à la matière émane de la fondation du phare, le Front d'association pour le renouveau, avec son président d'honneur, Maître Agboibo. Eh bien, Liberté qui écrit l'appel de la fondation phare pour une réussite de la présidentielle de 2020. Et vous aussi, Sylvestre Béni, votre journal, vous parlez de ce dernier appel de la fondation phare où vous écrivez préservation de l'unité nationale. C'est le remède que trouve la fondation phare pour sortir le Togo de l'impasse. Oui, je crois que vous venez donc de planter le décor. Le phare, c'est le président d'honneur, c'est Maître Yaovi Agboibo qui dit justement qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on se fonde sur l'unité nationale, qui est donc le socle de la République. Et là, il va plus loin en disant que le traitement discriminatoire au sein de la République ne fait que créer des frustrations. Et ces frustrations, bien évidemment, déteint sur l'environnement politique et qui fait que aujourd'hui le pays se trouve dans l'impasse et tout. Donc il prône aujourd'hui qu'on puisse revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire se fonder également sur l'unité nationale, comprendre les enjeux, aller donc aux tables de discussion pour qu'on puisse sortir donc le pays de l'ornière ou de l'impasse. Et justement en faisant un rapprochement avec la prochaine présidentielle, donc il dit qu'il faudrait quand même qu'on se retrouve autour donc d'une table de négociation, d'une table et pour discuter sur les questions, les questions d'intérêt commun, c'est-à-dire les questions qui engagent la République, pour que au sortir donc de ce scrutin-là, que le Togo puisse se redécoller. Donc la fondation phare qui se dresse contre ce qu'elle appelle cette fondation, les traitements discriminatoires au sein de la République togolaise du fait des privilèges accordés à une certaine catégorie d'acteurs aux dépens des autres. Et puis, ça fait quand même quelque temps que Maître Agboibo, je ne sais pas si c'est le phare ou bien le cas, mais il appelle quand même, il souhaite vivement un dialogue pour bien préparer la présidentielle 2020. Je pense, il pense à une recomposition de la CENI, à l'établissement d'un fichier le plus équitable possible, aux conditions de dépouillement et de transparence totale des élections. Il y a quand même quelques temps que Agboibo émet cet appel, mais Fabrice Petchesi, il n'a toujours pas encore de réponse.
Oui, mais je crois que c'est de la volonté également. Ce dialogue-là, lorsqu'on le veut, parfois on se demande à quel moment on veut ce dialogue-là, puisqu'il y a eu des périodes aussi, c'est le gouvernement qui courait derrière, l'opposition pour un dialogue où on se la jouait. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est l'opposition qui cherche comme une aiguille dans du foin ce dialogue-là. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas refuser un dialogue dans un pays. Le dialogue doit être toujours permanent, surtout que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge en ce qui concerne les petites crises, les petits dysfonctionnements que nous avons au niveau, que ce soit au niveau politique ou dans bien d'autres domaines. Mais je me demande si l'appel d'Agboibo, est-ce que dans le temps, ça peut se tenir, surtout qu'on vient de finir un dialogue en 2018, en décembre 2018, où on a vu comment ça s'est terminé. Alors, quelle garantie a-t-il à son niveau pour dire que un nouveau round de dialogue pourra permettre d'aplanir certaines choses? Puisque quand vous prenez les législatives de décembre 2018, par exemple, il y a eu quand même le dialogue qui a permis une certaine répartition je sais pas s'il faut appeler sièges ou du moins des places au niveau de la CENI où c'était presque 50-50. Alors, à un moment donné, certains n'ont pas trouvé bon de saisir cette opportunité. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a de grands partis politiques de l'opposition qui n'ont aucune place au niveau de la CENI. Alors, un dialogue aujourd'hui, pourquoi faire? Mais il le faut, mais on se demande si ça peut permettre d'avancer. Est-ce que ce n'est pas encore pour tourner en rond? Et surtout, on sait aussi que ces dialogues-là, c'est des sous énormes également sur le dos du contribuable. On sait tout ce qui a été passé. Après, on a vu comment les mallettes ont circulé, les gens se sont mis, le dialogue n'a pas abouti, mais les gens ont changé leur véhicule, d'autres ont entrepris des chantiers et tout cela. Si c'est des dialogues pour que des gens réalisent dans leur village et autres, moi je crois que ce n'est pas de ça. Les Togolais ont besoin, parce qu'on sait que ce qu'on recherche, l'opposition, pour l'instant, je ne pense pas qu'elle a les coups de franche pour espérer prendre par exemple la présidence de la CENI. Ils le savent. Mais ils veulent un dialogue. Pourquoi faire? Bon, pour encore prendre des perdièmes et des mallettes qui vont circuler dans les coulisses, je n'en sais rien. Merci, mais ce que vous avez dit que le dialogue devrait être permanent, et l'actualité nous donne des cas de certains pays qui étaient ou sont vraiment en difficulté et qui essaient de s'en sortir par le dialogue. Le cas du Bénin et du Cameroun, même si on se plaint que les dialogues tenus dans ces deux pays manquaient d'inclusivité, mais ces dialogues ont quand même permis d'aller un peu de l'avant. Et toujours pour le dialogue, c'est pas seulement Agboibo qui en parle. Vous vous rappelez Sylvestre Béni il y a quelque temps, quand Jean-Pierre Fabre a écrit au chef de l'État, où Fabre demandait à être reçu par le chef de l'État pour parler également de ces questions liées aux élections. La C14, une délégation de la C14 a été même reçue par le chef de l'État, de petits pas qui se font, mais qui ne permettent pas vraiment d'avancer. Oui, vous avez même oublié de citer le fait que la C14 a demandé au groupe des 5 à ce qu'on puisse également et peut-être du moins discuter avec le gouvernement pour qu'on puisse aller avoir un dialogue. Mais je crois que aujourd'hui, compte tenu donc de cette fixation que chaque classe politique, quand je parle de la classe politique, je parle de l'opposition du pouvoir, tout le monde se dit, l'opposition dit non, en 2020, nous allons faire tout possible pour avoir l'alternance. Le pouvoir qui est également dans cette logique donc de conservation du pouvoir, je crois que dans 2 ou 3 mois, vous verrez que la tension va un peu monter, et généralement, nous avons quand même cette malheureuse culture, tradition, que lors des élections, il y a souvent eu des grabuges, parfois aussi avec mort et deuil et tout. Donc je crois que aujourd'hui, il faudrait être dans l'anticipation. Il faudrait qu'en amont, qu'on puisse baliser la voie à un scrutin paisible et digne à la fin. Et je souhaite véritablement qu'au niveau des acteurs politiques, s'ils peuvent aller encore, et ce serait peut-être le 28e, je crois, le 28e dialogue, je crois. Si c'est le prix à payer pour que demain on ne puisse pas encore enregistrer de morts, pourquoi pas? Donc, il faudrait quand même qu'ils puissent discuter entre eux, que chaque parti essaie donc d'extérioriser son aspiration, et que on arrive donc à un compromis avant qu'on puisse aller à ce scrutin-là, parce que tout le monde en fait une fixation, et si on ne sait pas faire,
le Togo avec sa culture donc d'élection faussée, ensanglantée. Je crois qu'on risque de Merci. connaître les mêmes Le revers. dialogue, un nouveau dialogue ne montre pas encore des signes, mais par contre, on note des préparatifs du côté de la CENI. On note également des velléités des candidats qui s'annoncent par ici, qui se font investir par là. Mais une question qui qui persiste toujours, c'est est-ce que dans les rangs de l'opposition, on doit aller avec un candidat unique à la prochaine élection? Revue de presse avec le confrère Le Dialogue qui écrit aujourd'hui Antoine Folly dans une logique de candidature unique de l'opposition. Et le confrère, il voit là quand les leaders de micro-partis luttent pour leur survie. Mais le grand apôtre du candidat unique de l'opposition à la prochaine élection présidentielle, c'est Monseigneur Bodjro, l'archevêque émérite de Lomé. Et des journaux parlent de lui, comme Le Messager qui écrit 2020, candidature unique de l'opposition, Bodjro et Fabre sur un chemin de non-retour. Fraternité, Joël, vous demandez comment Bodjro va-t-il gérer les éternels Judas? Effectivement, on espère que Monseigneur Bodjro arrivera à exorciser ceux qui ont à vie l'esprit Judas et qui n'ont, de par le passé, nous ont prouvé qu'ils n'ont pas plus de contenu que de la cupidité et leur petite personne. Des messieurs qui, de par notre mémoire du CST, Coalition Sauvons le Togo, Arc-en-Ciel ici, comment on l'appelle tout récemment, la C14, etc. C'est en pleine réunion qu'ils envoyaient en même temps les rapports, les PV à l'autre camp, à la maison bleue turquoise contre le CFA. Et les masques se sont tombés après. C14, celui qui l'a fait capoter, on le sait. Excusez-moi. Oui, non, bien sûr, on a nommé, on a jointé des gens clairement. CST, on a vu des visages, etc. Mais on se rend, vous savez que le peuple est perplexe quand Monseigneur a dressé sa table et a invité autour de cette table-là, ces Judas-là. On espère qu'on n'aura pas un jeudi saint qui va aboutir un vendredi saint. Et donc, nous voulons croire que, est-il que les esprits vont grandir. On espère que c'est un revirement parce que parmi eux, il y en a même qui ont été des ailes marchandes de UNIR, qui sont aujourd'hui des députés, nommés au Parlement. Et, bon, si ces messieurs-là se retrouvent dans une discussion pour dégager une candidature unique, on voudrait croire que, à part ce que nous voyons ici en surface, en dessous et de l'extérieur, des pressions se passent pour que vraiment 2020 consacre l'alternance, comme Agbéomé, lui, par exemple, l'a garanti que quoi qu'on le veuille ou pas, il y aura alternance. Quelle que soit la nature de l'alternance, il y aura alternance. Eh bien, nous serons en 2020, nous verrons si la prophétie d'Agbéomé se sera réalisée. Mais comme vous avez évoqué en temps la C14, rappelons cet article de Liberté qui parle qui écrit désintégration de la C14, les raisons et les différentes séquences de cette désintégration de la C14. Alors revenons à l'apôtre Bodjro de la candidature unique. Le libéral écrit candidature unique de l'opposition. Dieu n'exauce pas les prières de Monseigneur Bodjro. Écrivez-vous, Fabrice? Oui, comme on l'a dit, je crois que Bodjro était dans une logique de candidature unique pour affronter le candidat du pouvoir en 2020. Et je crois qu'il a pris des initiatives durant ce mois d'octobre. La plupart de ses préoccupations durant ce mois de rosaire pour les catholiques, c'est que chacun prie pour que ces projets se réalisent. Mais apparemment, au fur et à mesure que Bodjro priait pour son projet de candidature unique, c'est plutôt les candidats qui se multipliaient pour la présidentielle de 2020. Et aujourd'hui, on est à un record où on n'a jamais eu un nombre aussi grand de candidats pour une présidentielle. Nous devons avoir autour de 8 pour le moment. Autour de 8, 9, et ce n'est pas encore fini. Alors donc, ça nous a amené à dire que durant tout ce mois de rosaire, aujourd'hui, on est pratiquement à la fin du mois de rosaire et que les prières de Bodjro n'ont pas été exaucées par le bon Dieu, puisque à chaque fois qu'il prie, c'est un candidat qui se positionne, alors que lui, il était dans une logique d'avoir un seul candidat de l'opposition pour faire face à Florian Singbe. Les Judas, il faut dire, ils sont toujours prévus par les Saintes Écritures. Et ça, Bodjro le sait.
Alors aujourd'hui, si on trouve que certains judas se sont retrouvés du côté de... Alors, ça voudrait dire que ce n'était pas, parce qu'à un moment donné, quand vous observez l'actualité politique togolaise, les avisés savent que ce n'était même pas la peine d'oser parler d'un candidat unique de l'opposition. Parce qu'il y a trop de choses récentes qui prouvent que dans ces généralement, on était ici par rapport à la C14 quand les gens disaient ah non, aujourd'hui ils sont surpris que nous sommes unis pour la vie et voilà, ils s'énervent et tout cela, que il n'y a pas de place pour un papier de cigarette entre nous et tout cela. Et on a vu comment ça s'est passé, même quand vous prenez les locales, comment les maires se sont positionnés et tout cela, vous comprenez que aujourd'hui il n'est pas question de parler d'un Judas, parce que quand vous vous levez un matin, vous créez un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un scrutin à 2 tours après les réformes. Je crois qu'il est temps aussi que certains partis politiques s'essayent dans les urnes pour voir qu'est-ce qu'ils pèsent exactement et non être là toujours à s'agripper à d'autres partis pour dire union de l'opposition, et après c'est toujours des problèmes qu'on a. Moi je crois qu'il faut celui qui est capable n'a qu'à aller, et après le premier tour, si on a la chance d'avoir un second tour, on fera comme ça se passe dans d'autres pays. C'est quand même une évidence qu'il y a certains partis qui ne vivent que par d'autres partis politiques. Vous les connaissez, mais apparemment Podjoro et Fabre ne riment pas en phase sur le sujet de la candidature unique. Encore une fois, ce titre de Le Messager qui écrit que Podjoro et Fabre sont sur un chemin de non-retour. Mais nous avons déjà beaucoup de candidatures, 8 ou 9, ce qui amène Togo Matin à écrire une élection à plusieurs inconnus. La dépêche, lui, présente les forces et les faiblesses des candidats déclarés et potentiels, mais ça pourra toujours amuser, parce que la dépêche voit comme candidats déclarés ou potentiels des noms comme Fabre Jean-Pierre, Nyasingbe Fort, Bodjona Akousoulelou, François Akila Essor Boko, Jerry Tama, Innocent Kagbara, Agbeyome Kodjo, Koda Gamissou. Voilà quelques candidats déclarés ou potentiels selon la dépêche. Et nous pourrions enregistrer une nouvelle candidature éventuellement dans les tout prochains instants, parce que la dépêche nous publie aujourd'hui une interview que lui a accordée Maître Mohamed Tchassona, interview dans laquelle Tchassona parle de sa candidature et des chances de l'opposition et l'alternance en 2020. Sylvestre Béni? Oui, je crois que c'est plutôt la manchette qui en a la manchette, par la dépêche. Oui, justement, nous avons échangé avec Maître Tchassona Traoré sur la situation sociopolitique au Togo et sur sa propre candidature. Je crois que l'homme, si on se fie à ses déclarations, il ne s'interdit rien. Et quand un politique parle comme ça, il s'interdit rien. Et puis, il va même plus loin en disant que dans les prochains jours, il va organiser un congrès et l'opinion sera située là-dessus. Il est également revenu sur la question de la candidature unique que nous venons donc d'évoquer. Pour lui, et la base même est faussée. On part donc d'une coalition et après on se dit qu'on va dégager une candidature unique. Et puis il rappelle, il revient donc sur le refrain en disant que en fait l'essence même d'un parti politique c'est de conquérir le pouvoir, de l'exercer. Donc il faudrait quand même qu'on laisse chaque candidat aller donc à ces élections, et au second tour si éventuellement les énergies peuvent quand même se fusionner au second tour, ne serait-ce que pour avoir donc le pouvoir. Donc voilà du moins ce qu'il a dit de manière cette avancée. interview à lire aux pages 4 et 5 du journal La Manchette, contrairement à ce que j'avais dit tantôt. Alors rapidement, ce petit article Fraternité qui revient sur la disposition prise par le gouvernement il y a pas longtemps de l'interdiction de la fabrication, de la commercialisation et de la consommation des boissons en sachets plastiques. Vous en prenez acte et vous y allez de l'urgence d'une application stricte de cet arrêté. Effectivement, je crois que c'est sans grand commentaire, parce qu'on a vu les arrêtés s'alignent, les intentions sont annoncées, mais nous avons toujours sur le marché les croupillons d'Inde, et nous avons toujours sur le marché les sachets plastiques noirs, non biodégradables. Le chef de l'État même a acheté un pain avec
du pain avec ce sachet-là, c'était à Niamtougou plus précisément. Mais il n'est pas avéré que le sachet du chef de l'État était... Ça, vous défendez quoi? Ça, c'est ce que vous voulez défendre. C'était de chercher une autre biodégradable, point. C'est aussi simple que ça. Loi là que nous utilisons tous. C'est pourquoi j'ai précisé, ça a été à Niamtougou. Alors, donc, vivement que cet arrêté ne soit pas un papier de plus et que vraiment, surtout à la fin pour cette période de fin d'année, qu'on voit vraiment que ces boissons-là vont disparaître sur le marché et pour la santé de nos concitoyens. Merci également. Un juge, un procureur ou juge, en principe, c'est du rationalisme. Alors, est-ce qu'un procureur ou des juges pourraient s'adonner à du mysticisme? C'est un peu la question que soulève Fraternité à la page 5 qui écrit « Mysticisme, trafic d'influence et business » entre le procureur de Kara, M. Koutob, et son détenu, l'imam Salissou Bemba. De quoi s'agit-il? Effectivement, il se fait que le juge a fait libérer à pied levé un détenu sur demande de son imam. L'imam que le juge a surnommé Samouraï, à la question posée à M. Koutob Konchocho, je crois, Konchocho, il a reconnu qu'effectivement c'est lui qui lui a donné le nom Samouraï, mais à quel titre il ne dit pas. Est-ce qu'il est votre préparateur spirituel? Non, mais l'imam dit non, que il a eu à l'aider à descendre ses confrères magistrats, dont des noms illustres, et aujourd'hui il est détenu pour cette affaire où l'imam aussi aurait eu à prendre des subsides auprès des victimes, mais finalement l'affaire n'a pas abouti, et en fin de compte c'est une affaire de 30 millions dans lesquelles des autorités seraient impliquées qui opposent actuellement le procureur Koutob de la ville de Kara à son imam Moussa Salissou, qui est coupé à la prison civile verserait dans le mysticisme. Terminons avec ce que nous disions hier, à savoir ces derniers temps, c'est une série de marchés, de festivals qui s'animent à Lomé. Le libéral nous parle de Afribat qui a tiré ses rideaux la semaine dernière. Le Miato qui s'anime sur l'esplanade du Palais des Congrès. Il y a le festival de la bière à la plage. Et puis la semaine prochaine, toute une semaine dédiée au secteur privé. Ce sera du 4 au 8 novembre prochain. Fabrice? Oui, c'est une initiative du ministère du Commerce avec à sa tête, comme on le sait bien, Monsieur Adedje. Alors, une semaine entière consacrée au secteur privé, je crois que c'est inédit au niveau du ministère du Commerce, et ça sera quand même selon les organisateurs, une opportunité pour les entreprises privées qui contribuent beaucoup au niveau du budget national. Et ce sera l'occasion de faire un peu l'état des lieux du secteur privé, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de ce secteur-là, et également faire un zoom à travers des conférences débats sur les produits locaux, comment les commercialiser, comment les produire, les commercialiser et tout cela. Donc ce sera quand même un plein feu sur le secteur privé durant cette semaine-là, à partir du 4 novembre jusqu'au 8 novembre, où quand même il y aura beaucoup de sujets qui seront posés avec l'espoir d'amener ce secteur-là à mieux contribuer à contribuer davantage à l'économie togolaise. Merci à vous. Eh bien, un petit arrêt et puis nous ouvrons sur les auditeurs pour la partie inclusive. Avant de laisser la ligne aux auditeurs, juste rappeler cette dépêche. Une délégation de l'association Médias Togolais contre la corruption et le blanchiment, Métocop, a été reçue mardi dernier par le président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la APLUSIA. L'institution et l'association des journalistes ont convenu de conjuguer leurs efforts pour travailler à éradiquer la corruption dans notre pays. Nous y reviendrons dans les jours à venir, mais priorité maintenant à vous, auditeurs. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Staff. Oui. Je voudrais intervenir sur deux sujets. Oui, allez-y rapidement. D'abord, c'est à l'Oignon Aïli.
Le premier sujet, c'est sur la politique. Vous savez, Safgaou, aujourd'hui, il faut dire aux opposants que chaque parti pris individuellement ne peut pas quand même vaincre le parti au pouvoir. Maintenant, ceux qui prônent la candidature unique, je crois que la majorité sont des gens qui sont peu crédibles, que le peuple peut suivre. Si vous prenez quelqu'un comme Antoine Folie qui dit qu'il faut une candidature, voilà l'homme. Je crois que Antoine Folie, tout le monde le connaît. Il est peu crédible pour parler de cette candidature. Non, s'il vous plaît, Christiane, vous savez que nous faisons une règle d'or de la courtoisie à l'endroit des personnes. Oui, je n'ai pas injurié. Oui, vous pouvez ne pas être d'accord avec la proposition de Antoine Folie, mais c'est pas pour une raison de juger de sa crédibilité. Voilà. Maintenant, c'est là où je suis d'accord avec l'article de votre confrère Joël Lega, Podro, qui rassemble les opposants de tous bords. Parmi ces opposants-là, il y en a plein qui traitent des casseroles. Certains qui font déjà encore cette proposition, bien cette rencontre de Podro, un compte de commerce, comme Fabrice Pékéville a fait aussi bien des gens qu'on connaissait, qui n'ont rien au début de la crise, qui sont devenus vachement riches. Je crois que c'est encore une opportunité pour eux. Donc il va falloir que les opposants, beaucoup se ressaisissent pour quand même offrir cette alternance que le peuple veut. Et en 2020, c'est vraiment important. Merci. Maintenant, le deuxième sujet rapidement sur les boissons en sachet, là, ça, vraiment, oui. Ça fait trop de dégâts. Et parce que c'est à vil prix, 100 francs, vous avez déjà un Warba ou bien je ne sais pas quoi, et des jeunes, surtout dans mon quartier ici, là, qui s'adonnent vraiment à cette boisson-là et qui détruit énormément beaucoup de jeunes. Je crois que si le gouvernement mesure la portée du danger et que jusqu'à ce que le procureur intervienne, il va falloir que cela ne soit pas, pour prêter le mot de Joël, les gars, un papier de plus. Il va falloir que on intervienne pour quand même faire... Merci Christian Alognon. Merci de laisser la place à celui qui est en ligne. Mohamed, bonjour. Alors bonjour Mohamed. Peut-être il est parti. Oui, entre Sylvestre Bénin, depuis quelque temps, même les auditeurs sont bien durs contre les opposants, mais il faut quand même rappeler que il n'est pas toujours facile d'être opposant dans notre pays ces derniers temps. Oui, je crois, mais il y a certains qui peuvent être excusés du fait que le passé n'honore pas, donc aujourd'hui les gens ont des dents bien dures contre l'opposition, qui aussi prête le flanc, il faut le dire, dans certaines situations. Mais je crois que l'essentiel, c'est l'alternance qui doit être de mise en 2020. Merci. L'auditeur en ligne, Kanyidek, bonjour. Bonjour, ça. Oui. Bon, je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je pense que santé et éducation, il est toujours avec vous. Il a une urgence, il nous a quittés il y a un petit moment. Ah, ok. Bon, c'était ma préoccupation. Mais j'aimerais profiter. Moi, j'ai voulu parler de la politique aujourd'hui. Bon, j'aimerais passer par votre canal pour lancer un coup de gueule à l'endroit du transport routier. Oh non, plutôt, Hubert est en train de revenir. Vous pouvez vous poser votre question sur la santé. Ah, d'accord. Bon, et concernant l'hypertension, on nous conseille de ne pas trop consommer gras, trop consommer salé et autres là. Bon, quand à ce qui concerne l'hypertension oculaire, bon, quelles sont les précautions alimentaires ou bien nutritionnelles qu'il faut prendre? Merci. Hubert? Oui, la question est la bienvenue et justement, nous l'avons dit, ce n'est pas dire hypertension oculaire, hein. Nous avons parlé d'une pression oculaire élevée ou bien tension oculaire élevée. C'est un peu différent. Mais dans l'apparition, justement, la question est la bienvenue. Dans l'apparition, le docteur a mis un peu l'accent sur l'avantage de l'alimentation. Donc, nous allons juste vous recommander, pour plus de précision et vous convaincre de ce que le spécialiste a dit directement, de trouver l'apparition et de voir en matière d'alimentation ce que le spécialiste a dit en ce qui concerne la tension oculaire élevée. Merci beaucoup. Vous avez fini, Kanidek? Ouais, pour mon coup de gueule. Oh non, prochainement. Ah, okay. Merci beaucoup. Komi, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. 2 questions. Allez-y. Une question à Fabrice. Fabrice? Oui.
Et j'aimerais savoir, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez laver les assiettes dans des restaurants, faire des soirées de sécurité et construire au pays, payer des frais de scolarité à vos petits frères et familles. Est-ce que au Togo, on peut faire les mêmes activités et faire les mêmes réalisations? Ça, c'est la question, Fabrice. Question à M. Joël. Les gens veulent aller au premier tour pour se jauger de leur poids. Alors, à quoi servir les élections locales où ces mêmes opposants n'ont rien trouvé et que c'est le grand parti uni qui a ramassé tout? Merci. Merci. Fabrice? Oui, ma réponse est de dire que oui, les gens sont partis aux États-Unis, ils ont construit au pays et ils soutiennent leur famille également. Mais les gens sont aussi restés au Togo ici, ils ont construit aussi et ils soutiennent également leur famille. Et qu'ils se désillusionnent de penser que laver les assiettes, c'est aussi facile à trouver aux États-Unis comme ils le pensent. Qu'ils se désillusionnent. C'est tout ce que je voudrais dire. Je n'ai pas dit ici que les gens ne doivent pas aller aux États-Unis. Mais je dis qu'on ne me dise pas que c'est des pauvres. Mais je suis d'accord que quand tu es dans un pays où tu estimes que tu cherches mieux, tu peux aller ailleurs. Tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en France, n'importe où. C'est de la même manière également, un Nigérian peut quitter son pays pour venir au Togo pour chercher, pour faire, et il fera également fortune. La preuve, lorsque la dernière fois, le ministère des Affaires étrangères a sorti un peu les contributions de la diaspora. Détrompé, la plus grande part ne vient pas des États-Unis. La plus grande part vient beaucoup plus de la diaspora où les gens sont en Afrique. Merci. Joël, les gars, une question vous a été adressée. Oui, non, je crois que mon ami, il y a la réponse dans la question qu'il a posée parce que il a bien identifié quand les locales ont été considérés comme une répétition générale. Nous avons vu le classement, enfin le score avec lequel les gens sont revenus. Donc si ces mêmes personnes disent non, il faut aller d'abord à la présidentielle et au deuxième tour faire les ralliements, et reconnaissons que c'est du business. C'est-à-dire que les élections, c'est la plus grande période de business dans un pays où, et avant ça, les gens se disent, ok, s'il faudra que je ne sois pas candidat, il faut quand même que le dialogue se tienne, comme Fabrice l'a dit, pour qu'au moins j'aime ma mallette. Donc c'est du business qu'on fait sur le dos du peuple. On sait très bien que l'efficacité, c'est la candidature. Dans des pays, on a vu également des gens exhiber des cartes de visite, anciens candidats à l'élection présidentielle. Ah oui, merci. L'ami Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Je salue le plateau. Je vous salue en retour. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Fabrice. Je voudrais passer par votre canal ce matin pour attirer l'attention sur certaines choses. Comme vous l'avez constaté au niveau des cliniques Biassa, oui. Je voudrais attirer l'attention des autorités et plus précisément le directeur du CHU Sylvanis Olympio. Oui. Là où le parking qui est fait pour les motos, là où les motos garent, vous allez là-bas, vous payez chaque fois. On n'a pas aménagé le lieu. Lorsqu'une pluie tombe. Chade, mais je connais un peu le sujet. Le parking moto du CHU Tokoin gagnerait à être mieux aménagé. Oui, le prochain, c'est Sylvain Bailly, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Je dis bonjour, plateau. Merci. Oui, je voudrais dire à l'autre journaliste que... À quel autre journaliste? Chez nous, alors que nous, qui sommes autochtones, nous sommes étrangers chez nous. C'est la seule raison que... Allô, Sylvain? Oui. Vous disiez que les étrangers ont fait quoi? Ils sont rois chez nous. Ils sont rois chez nous. Je vous dis. Et qu'est-ce qui fait que nous-mêmes nous sommes là et que les étrangers viennent se faire introniser rois chez nous? Vous avez débattu de ce sujet longuement dans vos émissions. Quand vous avez un problème avec un étranger, vous êtes foutu. Ceux qui partent, je veux renvoyer l'autre journaliste au service passeport pour poser la question à ceux qui passent. La fois dernière, il y a une dame qui disait que vous avez des diplômes, on vous engage, c'est des miettes qu'on vous donne. C'est pourquoi elle voulait partir. Merci. Moi, je connais un monsieur, il a même une maison pour sa maman, il est le seul. Il a construit une maison ici. Mais il a fait tout pour avoir le passeport français pour partir. Parce que il dit,
quand vous êtes ici politiquement, vous aurez la AVC. Merci, mais ne versons tout de même pas dans l'excès au pessimisme. Kofi, depuis Djidjolé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous, Kofi. Oui, je voudrais intervenir par rapport au doing business dont vous avez parlé, que le Togo a fait un bon en quoi, ça fait quoi. Moi, je trouve que c'est de la poudre de perlimpinpin. On dit les jeunes n'ont qu'à créer des entreprises et les femmes. Toutes les autorités contractantes qui donnent les marchés, c'est elles qui ont créé des entreprises au nom de leurs enfants et de leurs femmes et qui reprennent les marchés. Et il faut vérifier ça. Il y a un de vos collaborateurs ou un certain journaliste qui disait tout de suite qu'il fallait suivre pour voir qu'est-ce qui se passe. Vraiment, il avait raison. Il y a des jeunes. La dernière fois, il y a la CET qui a consulté des jeunes pour un marché de pose de compteur ou quoi, un truc comme ça, où ils demandaient des cautions. Mais un jeune qui est en train de se chercher, on lui demande de présenter une caution pour soumission. Mais il faut aller payer la banque pour avoir la caution. Et il n'est même pas sûr de pouvoir avoir le marché. Bon, c'est aider les jeunes, ça ou bien les ruiner. Certains n'ont pas pu déposer les offres simplement parce qu'ils n'ont pas eu de caution. Merci. C'est ça le climat des affaires des jeunes. La cellule économique du chef de l'État et du gouvernement doit prendre en considération toutes ces préoccupations. Merci à vous, Kofi, depuis Djidjolé. Nous recevons à présent M. Amouzou Sokoli. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. C'est juste une contribution. Allez-y, nous suivons. Nous avons lutté pour arracher les 2 tours. Aujourd'hui, il y a du mal à comprendre ceux qui réclament encore une candidature unique. Il y a du mal à comprendre. On a lutté, beaucoup sont morts pour arriver à la candidature aux 2 tours. Oui. Maintenant, les gens se permettent de dire qu'il faut un candidat unique. C'est comme ils comprennent mal ce qu'ils attendent par les 2 tours. Ça, c'était mon intervention. Merci beaucoup. Pourquoi alors nous avons lutté pour ça et les gens sont morts pour ça? Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur Amouzou Sokoli. Oui, Kokou qui était coupé, qui revient. Oui, Kokou. Oui, je parlais du parking moto au CHU Campus. Au CHU Sylvanis Olympique. Lorsqu'une pluie tombe, toutes les motos sont dans l'eau. Vous avez des difficultés à aller prendre vos motos. Oui. À chaque sortie, il faut qu'on aménage le lieu. Merci. On fait un toit correctement. Lorsqu'il peut, le CHU travaille 24 heures sur 24 heures. Vous gardez la moto là-bas 24 heures sur 24 heures. La pluie tombe, la moto est dans l'eau. Lorsque vous sortez, vous démarrez, ça ne prend pas. Merci. Nous avons déjà adressé cette préoccupation. Et pour terminer, oui. Je voudrais qu'on a qu'à essayer d'aménager la prise de parole. Lorsque quelqu'un a déjà en ligne et qu'on a posé la question, il faut que vous terminez sur la dernière question avant qu'on ne prenne le second auditeur, parce qu'on reste en ligne beaucoup et on perd de crédit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on fait des omelettes, on casse toujours les œufs. Merci quand même pour cette préoccupation. Nous allons y travailler. Rassurez-vous d'une chose, nous voulons nous occuper parfaitement de vous. On va revenir ici. Une petite pause et puis nous revenons pour faire le point. Eh bien, nous revenons ici au studio. Vous avez chacun 1 minute, peut-être pour réagir sur un propos d'un auditeur. Commençons par Fabrice. Oui, je voulais revenir sur l'auditeur qui disait que les étrangers sont rois au Togo et que les Togolais eux-mêmes n'ont pas cette facilité. J'aimerais tout simplement lui dire que ce sont ces genres de propos qui ont entraîné les problèmes qu'on a vécu tout dernièrement en Afrique du Sud. Et généralement, pour ceux qui n'ont jamais voyagé, ça se comprend. Parce que quand vous avez eu la chance de sortir une fois de votre pays, vous êtes allé ailleurs,
à chaque fois que vous réfléchissez comme cela, il faut penser que vous aussi, vous avez des frères qui vivent dans d'autres pays. Et donc, cette histoire de l'étranger, donc, qui vous dit que si les autres réfléchissent comme ça, si les Européens réfléchissaient comme ça, aux États-Unis et autres, je crois que le monde ne serait pas invivable. Il faut retenir tout simplement qu'on n'est pas obligé de rester chez soi. Vous pouvez naître chez vous, mais vous pouvez chercher d'autres endroits pour chercher à mieux vivre. Et là où vous quittez, parce que ça ne va pas, quelqu'un d'autre peut venir là-bas et lui il tire profit. Au même moment, là où vous allez également, ceux qui parlent de laver les assiettes aux États-Unis et construire des maisons à Lomé, oui, je reconnais, j'ai dans mon quartier des gens qui sont aux États-Unis, qui ont construit, mais il y a aussi des gens qui sont partis dont je n'ai plus de nouvelles. Merci beaucoup. Sylvestre Béni? Non, j'ai pas de sujet particulier. Joël Kossi-Vignon-Ega? Non, aucun sujet particulier. Hubert Logan? Le sujet portant sur les voies d'accès de la clinique Biassa est un sujet de préoccupation majeure et donc il est très important que cette clinique, les responsables de cette clinique-là puissent réfléchir et trouver une solution à ce problème. Ils ont déjà réfléchi, mais c'est l'autorité qui ne les... Il faut trouver une solution à ce problème. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez la parole, vous la gardez pour votre carton? Je n'ai pas de carton, merci. Passez. Joël? Carton rouge à celui qui s'occupe de l'aménagement, de l'entretien des routes. En ce sens que depuis cette saison de pluie, on voit de l'eau stagner sur les goudrons, sur les chaussées, en plein centre-ville, et on ne dit rien. L'eau, vous savez que en 1 heure, 2, 3 heures, l'eau commence par ronger le goudron. C'est de l'argent public qu'on a utilisé pour faire ces goudrons. Je donne précisément le cas du rond-point Douane, la Didogomé, où d'abord la voie est mal construite. Il faut que cette voie, du moins le tournant qui débouche sur Toti, on recasse carrément pour le refaire. Cela pour de la qualité même de ces infrastructures. Sylvestre Béni? J'ai pas de carton, mais je vais avoir une pensée forte pour du moins c'est la famille de notre compatriote militaire qui est tombé au Mali. Oui. C'est le 9e militaire togolais qui est parti. Je crois que je profite donc de l'antenne pour avoir une pensée forte, surtout pour sa famille. Merci, Patom Fabrice Petchesi. Carton. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, jeudi 31 octobre, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien, nous serons ici au studio pour vous animer le Club de la Presse.